Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité audiovisuelle et médiatique. Bien sûr, cette semaine, on va parler des résultats de l'élection présidentielle américaine et du triomphe de Donald Trump. Voilà, j'allais dire Elon Musk. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on parlait d'Elon Musk avant. Peut-être qu'il sera un jour candidat, on ne sait jamais. Très bien. Donald Trump, tu avais prédit qu'il allait gagner l'élection présidentielle. Et il a gagné. Moi, j'étais plutôt Harris. Parce qu'il y avait beaucoup d'indices qui. Oui, beaucoup d'indices, c'est toi qui le dis. Hein. Il y avait beaucoup d'attaques surtout. Très clair, oui. Alors, avec nous ce soir, Sofiane Barodi, qui nous a manqué ces dernières semaines avec ses éclairages politiques et médiatiques. Merci. Avant de commencer le débat, on va parler justement du traitement médiatique de l'élection de Donald Trump et pourquoi les Européens et plus précisément les Français ont été critiques envers le 47e président américain. Victoire sans appel, Donald Trump réélu président des États-Unis. Avec le même mantra, Make America Great Again, malgré ses inculpations pénales, malgré les accusations de viol, malgré une brutalité verbale sans égale. Donald Trump réalise le tiercé gagnant. Il rafle le vote des grands électeurs, rend le Sénat aux Républicains et se dirige vers la majorité à la Chambre des représentants. Pour rappel, sur les 9 juges de la Cour suprême, 6 sont républicains, on les voit ici en rouge. Est-ce qu'on a le droit de dire que, en fait, même si c'est une femme, et tant mieux, et même si elle est noire, et tant mieux, si elle n'a pas été élue, c'est parce qu'elle est mauvaise. Je comprends rien. Trump didn't exercise sway over millions of my fellow citizens. His bellowing theatrical masculinity would be merely pitiable. A cover for his transparent anxieties about everything from his... Pour la première fois depuis 20 ans, un candidat du Parti républicain a remporté le suffrage populaire. Il a recueilli 5 millions de voix de plus que Kamala Harris. Plus de 71 millions d'Américains ont voté pour lui. Regardez les sondages sortis des urnes qui ont été publiés, ceux réalisés par le New York Times avec l'Institut Siena. 47% des électeurs qui sont allés voter disent qu'ils trouvaient que Kamala Harris était trop progressiste, alors que seulement 32% des électeurs qui se sont déplacés trouvaient Donald Trump trop conservateur. Donc encore une fois, il y a un grand décalage entre l'establishment et les médias des deux côtes aux États-Unis et l'Amérique. Voilà, c'était quelques extraits justement des médias occidentaux, principalement des médias français, qui ont accueilli froidement l'élection de Donald Trump. On se demande parfois pourquoi. C'est après tout une élection démocratique, n'est-ce pas, Faisal Mataoui? Bien sûr, aux États-Unis, les élections sont démocratiques. C'est vrai que c'est les grands électeurs qui élisent le président, mais comme on l'a entendu dans le sujet, Donald Trump a remporté le vote populaire. Il a fait le plein, le grand chelem, voilà, oui. Parce qu'il a gagné le Sénat. Le Sénat, c'est quand même la chambre haute du Parlement américain. C'est une chambre importante et il peut avoir aussi la majorité parce que les résultats ne sont pas encore été finalisés de la Chambre des représentants. C'est rare qu'un président enregistre de tels résultats. Il y a probablement plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce succès qui étonne un peu les spécialistes et les analystes parce que, encore une fois, les sondages se sont trompés. Comme pour le cas des élections législatives françaises, les sondages avaient prédit la victoire de la droite, c'est la gauche qui a gagné. Et là, les sondages, jusqu'à la dernière minute, on disait qu'il y aura un ballottage, du coude à coude, que ça va être les résultats vont être reportés d'une semaine, que Kamala Harris va bousculer Donald Trump. Or, ce n'était pas du tout ça. Donc, dorénavant, les sondages, c'est à prendre. Vous avez vu, Faisal Mataoui, la majorité des reportages des médias français, tous étaient déçus de l'élection de Trump, alors qu'ils n'ont pas exprimé le même sentiment lors de sa première élection. On ne comprend pas pourquoi les médias français se sont donné le mot, justement, pour critiquer un petit peu l'élection, largement commentée, largement surtout réussie de Donald Trump pour cette élection présidentielle qui s'est très très bien passée sur le plan médiatique mais aussi politique. Oui, parce que Donald Trump a profité d'abord de la faiblesse de la campagne de Kamala Harris, car, si vous voulez, elle a rattrapé la course après le retrait tardif de Biden. Et ça nous rappelle le film déjà évoqué dans l'émission Salim, Président par accident. Parce que quand on vient tardivement à la campagne électorale,
parfois on risque de perdre beaucoup de marche. Donald Trump a échappé à un attentat, deux attentats contre sa personne. Ça laisse des traces dans la conscience des Américains qui le considèrent comme un héros. Il paraît que c'est le président américain le plus protégé actuellement. C'est normal, quand on a été ciblé par 2 attentats, c'est tout à fait normal. Bien entendu, on parle de l'Iran qui aurait voulu tuer Trump. Je ne sais pas pourquoi l'Iran voudrait tuer Trump. À ce moment-là, que font les services de secret, la police, les services en charge de la sécurité du président. Il s'appelle le Secret Service, qui est chargé, etc. Donc, la protection du personnel. C'est la protection rapprochée du président. Il ne faut pas donner crédit à cette thèse de l'Iran, parce qu'à chaque fois, c'est une création des médias, parfois. Oui, l'Iran à toutes les sauces, c'est la menace permanente, c'est connu. Et le troisième point, c'est que Donald Trump profite aussi d'une situation économique très difficile. Parce qu'au-delà des résultats macroéconomiques enregistrés par l'économie américaine, il y a quand même de l'inflation qui a atteint presque 10%. Le pouvoir d'achat des Américains s'est érodé ces dernières années. Les grandes entreprises, bien sûr, profitent. Et le discours de Trump est de faire la priorité à l'économie américaine, le protectionnisme, imposer des impôts de 10 à 20% pour les produits chinois, les produits européens. Pourquoi les médias européens? Pas uniquement français. Pas uniquement français. On a choisi les médias français parce qu'on comprend mieux occidentaux, les médias belges, par exemple, la Libre Belgique qui s'intéresse. L'Europe est-elle capable de s'affranchir des États-Unis? Et Euronews qui dit pourquoi une victoire de Donald Trump suscite les inquiétudes en Europe. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Donald Trump a dit qu'à l'Europe, comptez sur vos capacités. Il a demandé à ce que leur contribution soit plus importante à l'OTAN, qui est l'Alliance Atlantique Nord. La contribution américaine, c'est presque 70%. Ça veut dire que c'est les États-Unis qui financent l'OTAN. L'Europe peine à avoir une politique de défense commune pour défendre un peu ses intérêts. Et le troisième point, c'est par rapport à l'Ukraine. Les Européens commencent à découvrir que probablement, ils ont beaucoup perdu dans cette guerre d'Ukraine. Et que s'il y a un lâchage américain, les Américains ont dépensé presque 20 milliards de dollars, plus de 20 milliards de dollars dans cette guerre. Trump a clairement dit, je vais arrêter cette guerre, je vais arrêter de la financer, je vais arrêter d'envoyer des armes. Tout ça, évidemment, suscite beaucoup d'inquiétudes en Europe. C'est pour ça qu'il y a ces critiques dans la presse européenne. Sofiane Baroudi, cette élection a confirmé une chose, c'est qu'une candidate à la présidentielle, c'est toujours risqué. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'une femme candidate échoue à la présidentielle au podium du Capitole, si on peut l'appeler ainsi, à la Maison-Blanche. Donc, est-ce que, à votre avis, le fait qu'elle soit une femme de plus noire est un indice de refus de l'électeur américain? Alors, c'est la deuxième fois qu'une femme perd contre la même personne, contre Donald Trump. La première, c'était Hillary Clinton en 2016. Je pense que cet argument a été érigé, si vous voulez, en argument principal, notamment par les médias masses occidentaux, qui sont très anti-Trump, y compris pour la première législature, pour des raisons qui peuvent être expliquées, qui ont été expliquées en partie par Faisal Matawi. C'est-à-dire qu'il y a des craintes de l'élite européenne contre le phénomène Trump et contre le MAGA, qui est considéré comme étant, si vous voulez, un mouvement antisystémique qui dénonce notamment à la fois le libre-échange, l'OMC, parce qu'il faut rappeler que Trump a érigé des barrières douanières, qu'il a rompu des traités de libre-échange avec l'Europe, avec d'autres conflits avec la Chine sur le commerce. Notamment sur le niveau commercial, c'est très craint. L'OTAN aussi, l'engagement des États-Unis, si vous voulez, je ne dirais pas remis en question, mais on va dire qu'il sera remodelé et il y aura une nouvelle manœuvre. Mais pour répondre directement à votre question, je pense que la candidature déjà de Kamala Harris était une candidature par défaut. Il faut se rappeler que le président sortant, Joe Biden, était toujours candidat jusqu'à un certain temps et qu'il s'est retiré en catastrophe parce qu'il y a eu une pression et que la candidature Harris n'a pas fait l'unanimité dans le camp démocrate. Le camp démocrate est profondément divisé pour différentes raisons, pour des raisons intérieures, mais surtout pour des raisons géopolitiques. Par exemple, le génocide contre le peuple palestinien, notamment à Gaza, a été très préjudiciable au camp démocrate. Il a entraîné des divisions très profondes, on en a parlé dans ce plateau, notamment la jeunesse radicale qui est, si vous voulez, proche notamment du sénateur Bernie Sanders, et surtout de ce qu'on appelle aux États-Unis des minorités, qui sont la caisse électorale principale du Parti démocrate. D'ailleurs, il y a un reportage qui a été fait sur la communauté
arabo-américaine qui a voté principalement pour Trump. Beaucoup. Au Michigan. Oui, beaucoup. C'est-à-dire que les strates des minorités aux États-Unis, c'est des dizaines de millions d'électeurs. Et la candidature Kamala Harris, et notamment le soutien du couple Obama, c'était pour essayer d'engranger un maximum de voix dans cette catégorie-là. Il y a les Afro-Américains qui sont majoritairement pour le Parti démocrate, mais pour, si vous voulez, l'aile progressiste du Parti démocrate, qui sont organisés autour de plusieurs associations et collectifs, notamment Black Lives Matter, et qui considèrent Kamala Harris comme étant, si vous voulez, une candidate qui ne représente pas en réalité leurs aspirations, notamment concernant les dossiers internationaux, mais aussi concernant l'intérieur. Il y a aussi les latino-américains qui sont majoritairement, en général, il y a 2 strates de latino-américains, on va dire les classes populaires latino-américaines dans les grandes villes sont démocrates, mais par exemple la Floride, elle, est acquise complètement aux républicains. D'ailleurs, c'est l'option de Trump. Et les Arabes et les musulmans, pour la raison que j'avais évoquée, Californie, pour la raison que j'avais évoquée, se sont massivement opposés au vote pour Kamala Harris, qui est considérée comme étant une néoconservatrice. D'ailleurs, plusieurs meetings ont été interrompus par des militants demandant l'arrêt du génocide à Gaza. Elle a ressassé, si vous voulez, le même discours que celui de Joe Biden. Alors les médias, pardon Sofiane, les médias n'en parlent pas beaucoup. Il y a eu quand même 4 candidats à l'élection présidentielle. Oui, d'ailleurs, la candidate des de Verts, Kennedy, notamment. La candidature Kennedy a été très très importante parce qu'il faut rappeler. Oui, mais il a eu 0%. En réalité, il a rallié Trump. Il a annoncé publiquement qu'il avait rallié le candidat Trump, ce qui est un élément très très important. Alors que les Kennedy ont toujours été des démocrates. C'est-à-dire qu'il porte l'héritage de son père, Robert Kennedy, le sénateur assassiné, mais aussi de son oncle, John Fitzgerald Kennedy, qui sont, si vous voulez, des symboles du Parti démocrate, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il faut rappeler aussi que l'une des promesses électorales de Donald Trump et du pacte avec Kennedy, c'est des révélations sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, qui est une affaire qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, secoue l'opinion aux États-Unis. Il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que l'aspect antisystémique de Trump a beaucoup attiré l'électorat américain par rapport à l'aspect, si vous voulez, très conventionnel du Parti démocrate officiel dirigé par Joe Biden et Kamala Harris, qui, si vous voulez, multiplie les discours, mais qui, dans l'action, fait à peu près la même chose que les républicains, voire plus. On leur reproche, par exemple, d'avoir attisé la guerre au Moyen-Orient, un conflit de très haute intensité, non seulement en Palestine occupée, mais aussi au Liban, et aussi éventuellement avec l'Iran, mais surtout en Ukraine, où la guerre dure depuis des années, où le camp occidental est impliqué. Et donc, il y a beaucoup de griefs, et la candidature Harris, on l'avait vu déjà dès le départ, n'avait pas convaincu la base du Parti démocrate. Et Donald Trump, lors du premier mandat, n'a pas mené de guerre en extérieur. C'était la première fois depuis très longtemps. Les gens ont retenu ça, et ce qui est un peu, pas étonnant, en disant que c'était un peu prévisible, parce que je rejoins Sofiane par rapport à Kamala Harris. Il a stoppé la guerre froide. Il a même rencontré le président nord-coréen. Il peut rencontrer le président Poutine. Donc il casse vraiment les règles imposées par la politique extérieure américaine. Kamala Harris, par exemple, n'a pas été soutenue par les syndicats. Elle a tout fait pour avoir le soutien des unions, comme ils les appellent aux États-Unis. Ils n'ont pas soutenu, ce qui est rare, parce que généralement, les syndicats soutiennent les progressistes, ce qu'on appelle les progressistes ou les liberals, les libéraux, notamment les démocrates, les journaux. On en a parlé, ça n'aime pas. Oui, justement, les journaux, on va en parler. Le recul des médias classiques. Le New York Times habituellement soutenait les démocrates. Le New York Times et le Washington Post qui ont et beaucoup de médias, le Los Angeles Times aussi, et les autres. Ils n'ont pas choisi. Le Washington Post a dit je ne choisis aucun candidat. Comme le New York Times. Les jeunes, par exemple. Non, le New York Times a précisé je ne soutiendrai pas Trump. Oui. Mais ils n'ont pas aussi apporté de soutien à parce qu'ils avaient des réserves, parce qu'effectivement, je pense que la guerre à Gaza, le soutien indéfectible des États-Unis au génocide sioniste à Gaza avec l'armement, parce que Biden a envoyé beaucoup d'armes. Alors, au moment où les bombes israéliennes tuaient les enfants, les bébés, les femmes à Gaza, ça a laissé des traces. Rappelez-vous les manifestations de nos universités américaines contre cette politique. Donc, les jeunes, en grande partie, ont voté, pas par amour à Trump, mais pour sanctionner les démocrates, la politique des démocrates. Alors, contrairement aux médias occidentaux et principalement européens et francophones, la majorité des médias arabes ont salué l'élection de Donald Trump. On a vu la couverture très large d'Al Jazeera. Elle a fait le plein sur justement l'élection présidentielle. Et ils ont placé pratiquement tous leurs correspondants, tous leurs analystes sur cette élection. Et ils ont fait un petit peu
dresser le tapis rouge pour Donald Trump. Parce que avec l'espoir de régler le problème du Proche-Orient. Dans ce sens, parce que Biden ou les démocrates n'ont absolument rien fait, n'ont même pas eu un mot pour les victimes palestiniennes, pas d'appel au cessez-le-feu, aucun effort. Au contraire, il y avait l'effort de guerre qui continuait, il y avait même des ponts aériens transportant des bombes, et des bombes de grande puissance pour tuer les victimes, parce que les victimes à Gaza et au Liban actuellement, c'est des civils. L'armée israélienne continue de bombarder Gaza. Aujourd'hui, il y a eu une trentaine de morts, notamment à Jabalia, et ça a beaucoup joué. Et je pense que Trump a un peu profité de cette situation, même si lui-même n'a pas fait des déclarations par rapport à la guerre à Gaza. Il a promis d'arrêter la guerre en Ukraine, mais peut-être imposer un cessez-le-feu. Et donc, peut-être que les médias arabes ou ceux qui pensent que probablement avec Trump, qui est un anti-système, parce qu'il y a un anti-système. Voilà, c'est ça. Et puis, je pense que... Il n'obéit pas un petit peu aux pressions du AIPAC, des lobbies israéliens juifs aux États-Unis et d'autres systèmes de lobbying. On ne sait pas si Trump va se présenter pour un second mandat, mais là, si c'est son dernier mandat, il va avoir les mêmes beaucoup plus libres pour probablement contribuer à trouver une solution au Moyen-Orient, pour au moins arrêter les fusions. Alors, on parlait... J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Je pense que la principale raison qui explique, si vous voulez, le positionnement des médias arabes, c'est la victoire écrasante de Donald Trump. C'est-à-dire que ce qui a été présenté par les médias mass, c'est qu'il y aurait, si vous voulez, une joute électorale qui serait équilibrée. Mais la réalité a fait que le candidat Donald Trump a gagné absolument sur tous les tableaux et que c'était une victoire ultra éclatante dans des conditions démocratiques. Ce qui ne permet pas, si vous voulez, qui ne laisse pas de marge de manœuvre pour mettre en doute ou pour critiquer éventuellement. Il est nécessaire, si vous voulez, de reconnaître et de commencer à essayer de travailler avec la nouvelle administration, ce qui préoccupe beaucoup les médias arabes et le monde arabe qui est dans une situation très complexe actuellement. Parce qu'il faut rappeler que l'administration Biden, non seulement n'a rien fait, mais le problème c'est qu'elle a agi de manière, on va dire, assez sournoise et assez hypocrite. Ça fait 14 mois qu'on parle de la nécessité d'acheminer des aides humanitaires, d'arriver à un cessez-le-feu, mais concrètement, aucun cessez-le-feu, aucune aide humanitaire n'a été acheminée. Pire, la guerre ne fait que s'élargir. Au Liban, il y a des agressions, il y a eu des agressions contre l'Iran. Le Yémen, si vous voulez, le détroit de Bab el-Mandeb est fermé depuis un moment déjà. La Méditerranée orientale risque aussi une escalade, ce qui inquiète beaucoup, notamment les pays du Proche et du Moyen-Orient et bien au-delà. Je pense que ça a été vraiment la raison principale, la victoire éclatante. Je pense que Trump est un milliardaire, est un homme d'affaires, pragmatique. Il sait que ça veut dire l'argent, la valeur de l'argent. Et il s'est rendu compte que les États-Unis dépensaient beaucoup d'argent, pas pour ses intérêts, mais pour des intérêts d'autres puissances, dont l'entité sioniste. C'est pour ça que Netanyahou a été parmi les premiers à envoyer rapidement un message pour dire une victoire historique, vous êtes notre grand allié, parce qu'il sait, je pense que Trump va prendre des décisions qui ne vont pas plaire à l'establishment à Tel Aviv. Et d'ailleurs, même la presse israélienne a exprimé ses craintes de voir un changement, de ne plus avoir l'argent et l'armement qui arrivait surtout l'armement vers Israël en grosse quantité. Je pense qu'il y aurait des changements. Il y aura des changements par rapport à la politique moyen-orientale, parce que l'image des États-Unis a été très très touchée à cause d'un soutien indéfectible de Biden. Complicité de génocide. Complicité de génocide. Une image forte qui est apparue dans les médias et surtout les réseaux sociaux, c'est une réunion juste avant l'annonce officielle de la victoire de Trump, une réunion entre Donald Trump et Elon Musk et le patron du MMA, du sport très célèbre aux États-Unis. Cette image a fait le tour du monde, c'est-à-dire que le président ou le candidat qui a remporté cette élection présidentielle ne rencontre pas les politiques, il rencontre des hommes du sport et des médias qui, si on veut, ne sont pas dans le système, comme tu dis, Faisal. Oui, ils sont dans l'anti-système. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, pour l'anecdote, dès l'annonce de la victoire, la cote du compte X ou ex-Twitter a volé en éclats, et même du groupe Tesla, qui appartient à Elon Musk, a vraiment explosé
dans la bourse américaine, en Wall Street. Il y a beaucoup d'explications à ça. D'abord, il faut noter que Elon Musk était contre Trump lors du premier mandat. Le premier mandat, oui. Ils étaient même en conflit et il vient de lui rétablir... Même son colistier était contre Trump, oui, il est rallié. Il a été récupéré par Trump, finalement. Parce que peut-être qu'il y a un Trump 1 et Trump 2. Peut-être que le Trump 2 sera beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus équilibré de son... J'aime bien Trump 1, Trump 2. Trump 2. Et Elon Musk est quelqu'un qui est anti-système, anti-médias, parce qu'ils viennent de faire une déclaration, je ne lis parce que plus les actualités des médias traditionnels. Quel est l'intérêt de lire 1000 mots sur quelque chose qui a déjà été posté sur X il y a quelques jours? Donc vous voyez, est-ce que justement, est-ce que c'est une victoire? C'est une victoire de ce média social très important, très partagé dans le monde et surtout par les politiciens dans le monde. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, cette élection a signé un petit peu le coup d'arrêt des médias traditionnels, notamment la presse écrite, sans parler des médias électroniques et surtout des télévisions? Oui, parce que Trump a engagé un projet qui s'appelle Projet 2025. C'est la fondation Heritage Foundation qui va préparer un dossier où on note la nécessité de renforcer les réseaux sociaux, parce que Trump lui-même est un grand on rappelle que son compte Twitter a été fermé. Il a été rétabli. Il a été rétabli. Même son compte Facebook. Oui, parce que... D'ailleurs, pour l'anecdote, l'un de ses ennemis sur les réseaux sociaux, c'est Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. De Meta. Pourquoi? Parce que le réseau X, il faut noter, on en a déjà parlé, Sofiane, dans cette émission, est le seul réseau qui a laissé une certaine liberté d'expression, notamment par rapport à Gaza, par rapport au massacre d'Israël à Gaza, par rapport au Liban. Même à la guerre ukrainienne. La guerre ukrainienne, tous les avis, on les retrouve sur X. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas sur Facebook. Instagram qui a été beaucoup critiqué, qui a été rappelé à l'ordre, parce que d'ailleurs Meta vient de lancer un sondage pour demander est-ce que le réseau de Meta c'est la société mère qui regroupe WhatsApp, qui regroupe Instagram et Facebook. La question posée, une grande question, est-ce que toutes les avis sont partagés par ces réseaux sociaux? Or, c'est non. Parce que dès que vous critiquez Israël, dès que vous évoquez Netanyahou, le génocide, votre compte est bloqué, on vous fait effacer votre contenu. Donc, X est devenu un réseau où réellement il y a la liberté d'expression. On peut ne pas être d'accord avec certains avis, etc. Mais ceux qui critiquent Israël sont présents. Les comptes des médias arabes, les comptes de la gauche, de l'extrême gauche. Et donc c'est pour ça que ça a un peu joué, parce qu'il y a eu quand même un débat. Il y a un traumatisme, Gaza a causé un traumatisme dans la sphère médiatique mainstream aux États-Unis. Les gens se sont posé la question pourquoi on est en train d'avoir un seul point de vue, on ne donne pas la parole aux Palestiniens, on ne parle pas des génocides, du massacre, il y a même des journalistes qui ont protesté, etc. Et donc les gens se sont réfugiés vers ces réseaux, et Trump a compris que les médias sont défiés aujourd'hui. Les médias... Donc il a battu les médias classiques. Les médias classiques ont été contre lui. D'ailleurs, je rappelle, pour aller dans le sens de Faisal, que l'interview du siècle a été publiée par X. C'est l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Il faut rappeler qui est Tucker Carlson. Moi, je pense que Tucker Carlson a joué un grand rôle dans le rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump. C'est-à-dire que Tucker Carlson, à la base, est le journaliste star de la Fox. Et la Fox s'est défait de Tucker Carlson après ce qui s'est passé dans les élections de 2020. En 2020, Trump était encore président en exercice et CNN l'a bloqué. Il y a eu des pressions sur Fox News et Rupert Murdoch a évincé Tucker Carlson pour pouvoir revendre la Fox qui était accusée de complotisme et d'être dans ce qui s'appelait le MAGA. Il y a eu parce que plusieurs procès, même Donald Trump lui-même a été poursuivi pour des affaires qu'il a gagnées, mais qui étaient très très graves dans, si vous voulez, la volonté de nuire. Je pense que X s'est transformé en plus qu'un réseau social, en vraiment un média alternatif très puissant, et surtout qu'il a répondu à la faillite des médias en masse, notamment après le génocide en Palestine, où il y a une complicité notoire des médias, mais aussi la guerre ukrainienne, c'est-à-dire qu'il y a une désinformation massive, et le public, déjà, il y avait... Il a compris. Il y avait dès le départ, dans la rhétorique de Trump, il y a une dénonciation des élites internationales, et notamment des élites médiatiques, qui sont considérées comme étant... D'ailleurs, la majorité, Sofiane Baroudi, la majorité des reportages ou des sujets anti-Trump étaient sur les médias classiques. Alors que sur les médias alternatifs, il y avait des vidéos. On rappelle par exemple, il y a une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est quand Trump était parti dans un distributeur de McDo
et il distribuait des hamburgers pour les automobilistes. Il a été même dans un camion poubelle. Camion poubelle, exactement. Et ça a été repris par les médias sociaux, mais pas par les chaînes de télévision. Un très important, pour revenir sur les médias, le cinéma aussi. Il faut rappeler par exemple que Mel Gibson est très proche de Donald Trump. Le film de Mel Gibson a été interdit par le box-office. Il a été projeté à Mar-a-Lago, c'est-à-dire dans la résidence privée de Donald Trump, et ça a fini comme étant la meilleure vente, même hors box-office, ce qui est quelque chose que je n'ai jamais vu dans l'histoire du cinéma américain. C'est le dernier film qui s'appelle No Sound, qui dénonce notamment les réseaux de pédocriminalité. Il y a un sujet très important auquel Trump, si vous voulez, que Trump utilise dans sa rhétorique politique. Parce que dans l'antisystème, son discours anti-système fait peur aux élites qui ont pris l'habitude de manipuler les opinions, de manipuler, d'imposer certains points de vue, notamment on l'a vu clairement avec Reza. Le Devoir, qui est un journal canadien, il dit que la victoire retentissante de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024 incarne le triomphe des algorithmes qui ont désormais la capacité d'orienter les opinions, de générer et d'amplifier des idées alternatives, transformant ainsi les discours publics dans le paysage médiatique. Ça veut dire que Trump a gagné grâce aux algorithmes, ce qui est bien sûr faux. Parce qu'on est en train d'essayer de trouver une explication à cette victoire qui est une victoire reconnue par tout le monde. Merci Faisal. On fait une courte pause et on revient au débat. On revient au débat justement sur les médias alternatifs et surtout le rôle de Elon Musk dans cette élection. On a beaucoup parlé justement du réseau social X, mais aujourd'hui, est-ce que définitivement on peut tourner la page des médias classiques ? Je pense qu'on ne peut pas définitivement tourner la page des médias classiques, mais les réseaux sociaux, les médias alternatifs prennent de plus en plus d'importance. Et sur le personnage Elon Musk particulièrement, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que Trump s'est réuni avec deux personnages qui ne sont pas des politiques directement. Ce pas des politiques ni des figures... Elon Musk a pris une dimension très importante, non seulement au niveau médiatique par le réseau X. J'ai évoqué par exemple l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Il y a un autre aspect, un aspect stratégique. Il faut rappeler par exemple que le système Starlink que dirige Elon Musk a une importance centrale, notamment dans la guerre en Ukraine. Dans un premier temps, les Ukrainiens avaient le droit de l'utiliser. Dans un second temps, c'est les Russes qui avaient le droit de l'utiliser. Et Musk est arrivé à négocier. Gaza, les Palestiniens l'ont utilisé, les journalistes notamment. En Ukraine, ça avait vraiment une importance militaire et ça a encore une importance militaire de premier plan. C'est-à-dire que Musk a négocié avec les Ukrainiens, avec les Russes, avec le Pentagone, le fait d'avoir ce service-là et de pouvoir l'octroyer. Et ça lui a conféré une puissance politique particulière qui n'est jamais vue jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un acteur politique, c'est un acteur géopolitique. Et c'est un individu, une personne physique et une personne morale. Ce qui confère, si vous voulez, un rôle très particulier. Je pense que Donald Trump est très sensible à ça parce que c'est quelqu'un... Les médias occidentaux montrent Donald Trump, c'est-à-dire l'image de Donald Trump, c'est quelqu'un qui est un petit peu, si vous voulez, un peu dépolitisé, quelqu'un qui est un peu imprévisible. En réalité, ce n'est pas le cas du tout. C'est quelqu'un qui est ultra politisé, qui a une stratégie très affinée et qui a une équipe très très solide, qui a des objectifs et aussi surtout une base sociale fervente. Faisal, vous connaissez un petit peu les relations très tendues entre Donald Trump et les médias, principalement les journalistes. On se souvient des accrochages qu'il a eu en pleine conférence de presse avec les journalistes avec CNN. Ils l'ont coupé en direct. Est-ce que vous pensez qu'avec son retour à la Maison-Blanche, il va un petit peu changer le paysage médiatique américain ? Je pense qu'il va essayer de changer, bien que le système médiatique américain est un système bien installé. Il est puissant. Tout le monde critique CNN, mais CNN est toujours là. Rappelez-vous, on l'a critiqué il y a 30 ans ou 40 ans de la guerre d'Irak. Mais CNN est là, Fox News, qui a toujours été proche des néoconservateurs et notamment de la droite des républicains, est toujours là. C'est vrai que les rapports de Trump avec les médias étaient tendus et certains médias évoquent aujourd'hui la volonté de Trump de revoir le financement des médias publics parce qu'il y a aux États-Unis des médias publics, il y a la radio PBS et la radio NPR. Mais ils n'ont pas d'influence comme les médias privés. NPR, c'est quand même une radio très écoutée parce qu'elle est très équilibrée par rapport aux autres radios. C'est une radio nationale, c'est un réseau national, c'est National Public Radio. Et il y a aussi la PBS, qui est une chaîne publique aussi. Certains proposent qu'ils réduisent un peu le financement de ces médias parce que l'État américain finance les médias publics, contrairement à l'idée reçue. Et aussi, certains évoquent la nécessité de renforcer les médias, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'Elon Musk a donné 110 millions
de dollars à la campagne de Trump et qui est à l'oreille de Donald Trump peut peut-être l'influencer dans certains choix politiques. Tous les médias américains ce matin disaient quel poste aura Elon Musk? Est-ce qu'il sera au gouvernement? Est-ce qu'il sera conseiller à la Maison-Blanche? C'est pas ce qu'il recherche. Je ne sais pas ce qu'il recherche, il n'a pas besoin de ça. C'est un homme qui a quel impact, justement, mais il peut peut-être contribuer peut-être à ce que les médias sociaux, les médias alternatifs aient plus de place aux États-Unis. Quel sort va réserver justement Donald Trump aux médias classiques comme le Washington Post et le New York Times? Je pense qu'il va composer parce qu'il n'est pas normal, il est accepté qu'il ferme un journal ou qu'il soit pas dans ce sens fermer un journal, mais disons peut-être qu'il va réduire leur influence. Il va les ignorer par exemple en limitant l'accès à la Maison-Blanche parce que là il y a certains conseillers de Trump lui demandent de limiter l'accès. C'est vrai que les journalistes de la Maison-Blanche sont triés au volet. De ne pas accréditer certains médias, d'accréditer d'autres. Il a le droit en tant que président élu et il peut choisir les médias qui sont accrédités. Mais ce rapport de médias, je pense que Trump 2, il a un regard plutôt différent que le Trump 1. Il va composer avec, peut-être qu'il ne va pas donner des interviews à CNN et choisira les médias avec. Mais le rapport sera toujours... Parce qu'aux États-Unis, c'est aussi un équilibre, que les médias critiquent aussi les politiques gouvernementales. Par exemple, New York Times, etc., a toujours été critique, notamment à l'égard des républicains. Maintenant, Donald Trump est un homme imprévisible sur le plan politique. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions, qui peut annoncer. C'est vrai qu'il a ce langage de franc-parler. Parfois, un franc-parler est rare chez les hommes politiques. Lui, il dit les choses clairement sans passer par des chemins de traverse. Donc, on peut s'attendre à tout avec Trump. Alors, les médias européens et notamment francophones ont mis l'accent sur un point important sur lequel Donald Trump va peut-être réagir d'une façon assez rapide, c'est la réforme de la justice. Oui, et d'ailleurs... Alors on l'a vu dans un reportage où ils ont parlé que les juges de la Cour suprême sont essentiellement des Oui, parce qu'il y a une domination républicaine. Il a gagné la majorité. Il a gagné la majorité, oui. Parce qu'il avait nommé 3 juges proches des républicains. Normalement, les juges ne sont pas politisés, mais bon. Tout à fait. Ils sont politisés aux États-Unis, ils ont le droit d'être de gauche ou de droite. Ils le sont, c'est le système qui est logique. Le système qui est dans l'équilibre, mais... Comme déjà Donald Trump a déjà des ennuis avec la justice, je pense qu'il sera très prudent avec le système. Par rapport à ça, justement, moi je pense que la réforme de la justice est liée justement aux ennuis. Parce que même pour répondre à la place que fera Trump aux médias qui l'ont attaqué, c'est-à-dire que la base électorale et la base militante qui soutient Donald Trump, elle est très virulemment contre la presse mainstream et aussi considère que le système de justice est dirigé complètement par l'élite qu'ils considèrent eux comme étant une élite corrompu. Et donc, déjà, pour le premier mandat, il y avait beaucoup d'affaires qui ont circulé. Il y a le MAGA, il y a ce qu'on appelait à l'époque le réseau QAnon. On parlait d'une enquête au département de la justice, une enquête contre le FBI. Il faut rappeler, par exemple, qu'il y a eu une perquisition qui a été considérée par les avocats de Trump comme étant illégale dans sa résidence à Mar-a-Lago. C'est-à-dire qu'il y a eu une perquisition alors qu'il n'était pas à la maison. Des documents secrets défense ont été saisis. On a reproché au président de les avoir gardés alors qu'il avait le droit. Et d'ailleurs, il a gagné son procès vu qu'il les a déboutés. Et donc, moi, je pense qu'il y aura des conséquences. Et ça dépendra des réactions de la base électorale qui se compte en dizaines de millions. Il faut rappeler aussi que l'affaire du Congrès et du Capitole en 2020 a été, si vous voulez, complètement galvaudée. Elle a été transformée. Il y a eu un procès qui a été intenté. Et ensuite, il y a eu... D'ailleurs, Tucker Carlson a démontré qu'il y a eu un montage qui a été fait par rapport à ça. Je pense que ce mandat de Donald Trump va réserver aussi des surprises au niveau institutionnel aux États-Unis et qu'il pourra y avoir des changements très très profonds et qui pourront aussi surprendre l'opinion publique internationale. Parce qu'il s'agit vraiment, on est dans une forme de crise institutionnelle. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du dossier de l'élection présidentielle américaine. On va aborder un sujet qui a fait la une de tous les médias et notamment des médias français. On ne le comprend pas d'ailleurs puisque c'était pas un sujet français. C'était les manifestations au niveau d'Amsterdam, en Hollande, à propos de querelles entre supporters israéliens et hollandais. On regarde ce reportage qui a été réalisé par un jeune journaliste néerlandais et qui a été repris par des dizaines et des dizaines d'internautes sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là ou cette nuit-là à Amsterdam.
zo. Ik moest ook net stoppen met filmen. Ze zeiden, voor je eigen veiligheid zet nu je mic uit. Maar ze zijn niet blij. Media. No. Your media. Okay. Stop. Dat ga ik niet doen. Maar ik vond dit best wel spannend. Zo heb ik ze ook nog niet vaak gehad. Ja, en dat ook. Er is geen politie om niemand te beschermen. Gewoon niemand. 1 busje. Waar zijn die paarden? Er stonden net tientallen paarden op de arena, dus niks. 1 bus. Dit loopt uit de hand. Het is een soort, ze doen weer hittraining. Ze doen 30 seconden keihard rennen en dan gewoon weer voor 3 minuten rust. Er is nu meer politie. We lopen er nu recht achter. Oké, ze sluiten hun in. Ze worden een soort van ingesloten, zodat we niet de dam op kunnen. Oh, ze zijn palen uit de grond aan het jatten. Voilà, c'était des images filmées par un jeune journaliste néerlandais qui a été repris par pas mal d'internautes sur les réseaux sociaux et ça contredisait un petit peu tous les reportages diffusés par les médias européens, notamment en France, en Belgique, mais aussi en Suisse. Faisal Matawi, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et on ne comprend pas, par exemple, en France, beaucoup de chaînes de télévision ont fait la une et fait des débats toute la journée sur cette affaire. Même le président français en a parlé. Oui, même le président français en a parlé, sur des querelles de supporters à Amsterdam à la suite après la fin d'un match entre Amsterdam, l'Ajax d'Amsterdam et Maccabi de Tel Aviv, où ils ont perdu les Israéliens 5-0. Peut-être que parce qu'il y a un match aussi qui est prévu le jeudi 14 novembre en France-Israël et le président Macron, je pense qu'il a annoncé qu'il ne va pas assister parce que ça alimente le discours de la victimisation. On a relancé la question de l'antisémitisme, etc. Vous avez un philosophe sioniste comme Alain Finkielkraut qui disait tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure, dire que c'est un antisémitisme venu d'ailleurs, c'est à cause de l'immigration massive, il parle des musulmans évidemment, alors qu'il n'y a aucune preuve que ceux qui ont été impliqués dans les affaires, que c'était des musulmans. Ouais. Parce que tout de suite après, j'ai vu dans beaucoup de médias des jeunes hommes qui se disaient pro-israéliens, pro-palestiniens, tout de suite. Donc si on a, il y a eu ces violences, c'est à cause parce qu'il faut préciser que tout a démarré des actions des supporters israéliens quand ils ont arraché le drapeau palestinien qui était seulement accroché à une fenêtre au premier étage. Ils n'ont pas fait que ça. Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont insulté les... C'est pour ça que les médias qui ont rapporté ces informations par rapport à ça, ils ont parlé de supporters agressés, etc. Ils ont fait de la censure par omission. Tout à fait. Ils n'ont pas dit que c'est... D'abord, le Maccabi Tel Aviv, ces supporters sont connus par des racistes. C'est des ultra d'extrême droite. C'est des hooligans. Là où ils passent, ils font des actes de violence. Ils ont crié dans D'ailleurs, le jeune journaliste hollandais l'a bien montré. Preuve à l'appui, image à l'appui, il a expliqué un petit peu sur le terrain ce qui s'est passé. Absolument, parce que les médias, j'ai lu un peu ce qu'ont écrit les médias néerlandais, ils ont expliqué que les supporters israéliens, ils ont été provocateurs. Ils ont déchiré et même brûlé le drapeau palestinien. Ils ont crié mort aux Arabes en les insultant dans les rues d'Amsterdam. Ils manifestaient mort aux Arabes. Combien faire les Arabes à Amsterdam pour un match où il n'y a pas d'Arabes réellement? Et troisièmement, lorsqu'il y a eu la minute de silence pour les victimes des inondations à Valence en Espagne. Bien sûr, il n'y a pas de minute de silence pour les victimes palestiniennes à Gaza. On n'a pas vu un stade mais même ça, ils européen. Ont sifflé la minute de silence même parce que l'Espagne a reconnu l'État palestinien. Pourquoi? Parce que donc c'est des gens qui avaient des instructions. Ils sont bien politisés. Ils savent ce qu'ils font. Oui. Et lorsqu'il y a eu des répliques, parce que les gens ont répondu, lorsqu'il y avait des morts aux Arabes, il y avait des insultes. Quand c'est une réponse à une provocation, non, cela a été évacué et on parle donc de pauvres supporters israéliens qui ont été agressés et même Finkielkraut, il est allé très loin. Vous voyez comment on peut fabriquer un mensonge en l'alimentant. Il a parlé de la nuit de cristal qui a eu lieu en 1938 en Allemagne. Des pogroms, etc. Donc ça n'a rien à voir. C'était des réactions de supporters violents. C'était une réponse par la violence à la violence. Et donc c'est pour ça que les médias, une grande partie des médias
Européens sont pris la main dans le sac. Avant de donner la parole à Sofiane Baroudi, on écoute justement le chef de la police, Peter Ola, qui donnait la véritable version des autorités hollandaises sur cet incident. Die supporters wordt op het Rokin een vlag van de gevel gehaald en ze vernielen een taxi. Op de Dam wordt de Palestijnse vlag in brand gestoken. On the day of the match, a large group of Maccabi fans gathered in Dam Square in central Amsterdam. Some arrests were made after trouble between the Israeli club's fans and pro-Palestine protesters, police said. Then, on their way to the match, some Maccabi fans were filmed singing racist and anti-Arab songs. Voilà, c'était un reportage de la chaîne anglaise Channel 4 et il a repris les déclarations du chef de la police, Peter Ola, qui avait déclaré que c'était les supporters justement de Maccabi Tel Aviv qui avaient déclenché ces émeutes et ces échauffourées. On a l'impression qu'ils l'ont fait exprès. En provoquant les supporters du club Ajax. Et bien sûr, beaucoup de médias ont parlé de supporters arabes, de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens. Il n'y a pas de preuve de tout ça, parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait ça. Mais disons que cette idée de supporters agresseurs... Il y a une fabrication, justement. On la fabrique, et puis tout de suite, Netanyahou, le Premier ministre israélien... a dit qu'on va envoyer des avions. Il demande au Mossad de sécuriser les installations. Donc on a l'impression encore une fois, on est toujours dans le schéma de la victimisation, on évoque l'antisémitisme, on évoque tout ça pour cacher le véritable crime, le génocide à Gaza. Il y a eu même il y a beaucoup de témoignages qui attestent qu'il y a eu des chants qui ont glorifié le génocide des enfants à Gaza pendant le match, plusieurs fois. Et moi, je pense que c'est lié aussi à des événements géopolitiques importants et aussi d'ordre diplomatique. Il faut rappeler, par exemple, pour le cas, pourquoi ça a été ultra commenté en France. Il y a une crise diplomatique de plus en plus profonde entre Paris et Tel Aviv. La dernière, si vous voulez, montée de cette crise-là, c'était l'attaque de gendarmes français dans un site religieux, le Quds, contrôlé par le Quds qui appartient aux Palestiniens. De ce côté-là, ça a été considéré comme étant une violation du territoire français, entre guillemets. Le ministre des Affaires étrangères était sur place. Il y a une crise diplomatique entre les deux pays aussi sur l'agression du Liban. Parce qu'il y a une tentative française qui a échoué depuis plus de 6 mois, une tentative de médiation pour arrêter l'agression du Liban pour des intérêts géostratégiques évidents dans la région. Le Liban est le dernier pays où la France a encore des intérêts au Moyen-Orient. Mais la France n'a pas pu arrêter, si vous voulez, la dérive fasciste d'extrême droite sioniste qui est en train d'embraser toute la région. Il y a aussi une dernière actualité qui est importante. C'est la visite du ministre des Finances sioniste, un ultra d'extrême droite très très virulent qui s'appelle Smotrich, qui est refusé par l'opinion publique française, qui est refusé par les mouvements et des organisations solidaires avec la Palestine, comme étant la visite d'un criminel de guerre et d'un génocidaire et qui va se passer sous haute tension. On écoute justement à ce propos, Sofiane Baroudi, la réaction d'un général français à la retraite qui s'exprimait sur un plateau de télévision où il dénonçait le fait que des gendarmes français ont été agressés à Jérusalem et il parle même qu'Israël était un État voyou. On écoute et on revient au débat. Statut diplomatique, donc il faut bien le dire. Donc en plus, à Jérusalem-Est, donc ça explique sans doute beaucoup de choses. Donc territoire occupé, pas depuis 1967, et annexé, annexé entre guillemets de facto par Israël, mais condamné par la résolution 476 de 1980 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc là, bien Israël démontre ou essaie de démontrer par la force que, il est chez lui partout et il peut faire n'importe quoi. Et là, moi, ça me choque énormément, surtout de la part d'un pays ami. Et là, on a affaire à un État voyou. Là, clairement, en dehors de tous les clous diplomatiques. Pour vous, c'est un fait exprès. Ça ne peut pas être un quiproquo. Vous avez quand même Ben Gvir qui est un extrémiste qu'on connaît bien, qui a même été condamné par la justice israélienne et qui est quand même ministre de la Sécurité intérieure. Quand on s'estime un pays ami, on ne fait pas ça à des amis, surtout sur un terrain qui est à nous depuis 160 ans. Je veux dire, on n'a pas à en arriver là. C'est scandaleux. On va revenir sur la... Voilà, c'était la déclaration très forte d'un général français à la retraite qui parlait d'Israël en disant c'était un État voyou. Alors, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et a véritablement creusé un fossé entre les relations diplomatiques entre
Tel Aviv et Paris. Alors, il parle de l'attaque d'un site religieux. Propriété historique, religieux, chrétien. Où 2 gendarmes ont été menottés et embarqués. Il y a 4 sites qui sont en propriété de la France, dans le côté palestinien occupé illégalement par les sionistes. Ça nous rappelle, Sofiane, l'incident qui a eu Jacques Chirac et les policiers israéliens. Même Emmanuel Macron a eu le même incident quand il est allé en visite. Mais cette fois, ça se passe vraiment dans une conjoncture aussi qui est explosive, y compris entre les deux pays. Il faut rappeler juste que depuis le début du génocide à Gaza, l'Institut français a été attaqué directement. Le siège de l'AFP a été attaqué. L'UNIFIL, qui est la force onusienne qui est censée assurer, si vous voulez, sur la ligne de front entre le Liban et les territoires palestiniens occupés, a été attaqué. L'UNIFIL et la FINUL. L'UNIFIL est composée majoritairement de soldats français et aussi italiens. Elle a été attaquée frontalement. Et donc, il y a des violations, si vous voulez, de plus en plus récurrentes et de plus en plus décomplexées, y compris, par exemple, des statues qui sont de vieux statues. Les Léonas, ça fait 160 ans que ça appartient, entre guillemets, à l'État français. Et en plus, c'est en territoire palestinien. Et donc, normalement, il n'y a aucune raison. Et en plus, il y avait la visite du ministre des Affaires étrangères le jour même. Exactement, le jour même. Et donc, il y a une série de provocations qui commencent vraiment à agacer une partie importante de l'opinion en France et aussi de la classe politique. C'est-à-dire que... Il faut préciser que cette affaire n'a pas été reprise par tous les médias français. Hein. Oui, même la réaction des autorités françaises. Il n'y a que sur LCI, France Télévisions. C'est une réaction très timorée. Il n'y a pas dans un autre pays, s'il y a eu un... Ils ont convoqué l'ambassadeur. Ils auraient convoqué l'ambassadeur, ils auraient protesté. Ils l'ont fait, ils ont convoqué l'ambassadeur. Ça s'est arrêté là. C'est une convocation d'ambassadeur, mais ce n'est pas suffisant. Oui, la provocation, je suis d'accord avec Sofiane, parce que Tel Aviv, actuellement, Israël... est en train, comme ils n'ont plus de voix à travers le monde, ils utilisent les réseaux, les lobbies, les influences, les médias qui leur sont proches, etc. Et avec les États qui ont essayé maintenant d'avoir une position plus ou moins proche du droit international. Parce que quand on évoque le droit du peuple palestinien au retour, le droit à ces terres de 1967, le respect des résolutions de l'ONU, etc., c'est le droit international. Lorsque des pays comme l'Irlande, parce que quand on a stipulé la minute de silence pour balancer l'Espagne, comme l'a dit Sofiane, c'est pour répondre à l'Espagne. Quand on fait ça, ce qui s'est passé Jérusalem-Est, c'est pour répondre. Donc c'est des actes qui sont étudiés, ce n'est pas du hasard, pas du tout. Même, j'irai peut-être loin, même le comportement de supporters de Maccabi à Amsterdam, c'était aussi voulu pour, encore une fois, pleurer, parler d'antisémitisme, et ça c'est intervenu quelques jours après l'élection de Donald Trump. Ça montre aussi quelque chose. Ça veut dire que, si vous voulez, il n'y a pas de conflit de civilisation. On parlait souvent d'une confrontation, si vous voulez, entre musulmans et juifs. Il y a des attaques aussi contre les sites chrétiens, contre les chrétiens palestiniens qui sont récurrentes. Des sites patrimoniaux ont été attaqués et détruits à Gaza et ailleurs, en Cisjordanie, et aussi à El-Quds, et même des sites patrimoniaux religieux appartenant à des États européens comme la France. Et ça démontre vraiment l'ampleur du fascisme sioniste qui est au pouvoir et qui est en train, si vous voulez, d'embraser toute la région, voire le monde. Parce que même un personnage comme Smotrich, qui est refusé par l'opinion en France pour sa visite, c'est quelqu'un qui affiche ouvertement, comme Ben Gvir par exemple, qui a profané à plusieurs reprises la mosquée Al-Aqsa. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est l'une des raisons aussi de l'insurrection. Le général français, on parle de Ben Gvir. C'est l'une des raisons de Tofan Al-Aqsa. C'est aussi la profanation récurrente des lieux saints musulmans. Parce qu'il y a une volonté de judéisation qui est une volonté racialiste. Et c'est quelque chose de très dangereux qui s'avère... si vous voulez, une réalité objective sur le terrain. On veut aussi effacer les traces de civilisation qui sont passées par cette région. Parce qu'on peut aller très loin. Pourquoi l'armée israélienne veut cibler la ville de Baalbek au Liban? Parce que c'est une ville où il y a des vestiges, où il y a beaucoup de traces d'anciennes civilisations. C'est la civilisation la plus ancienne. Oui, et là, alors, le même comportement à Al-Quds, comme ça a été le cas ailleurs, en Palestine. À Gaza aussi, ils ont tout effacé. Donc c'est une guerre, parce que le fascisme sioniste, comme l'a évoqué Sofiane, il pense qu'il est en guerre de civilisation. Et donc si vous avez noté que Netanyahou, lorsqu'il est parti à l'ONU, il a parlé d'une guerre de civilisation. C'est eux, la civilisation des Lumières, ils font cette guerre au nom des Européens, des Occidentaux, de ce qu'ils appellent la civilisation judéo-chrétienne, contre les barbares qui sont les Arabes, les musulmans, et pas uniquement les musulmans. Et là, je suis d'accord avec les chrétiens aussi. Pas uniquement les musulmans, parce que dans cette logique sioniste extrémiste,
tout le monde peut être ciblé. Pour une vraie fièvre fondamentaliste, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rappeler que c'est un gouvernement fondamentaliste et intégriste. Pour revenir justement au football, vous avez vu il y a quelques jours la polémique qui est sortie par les médias pro-sionistes sur le grand tifo sur Gaza, du PSG. Et là, le PSG a décidé d'interdire les tifos. Vous voyez quelle est cette liberté d'expression? Et là, le match France-Israël va être au risque, sachant que ils ont préféré organiser cela à Saint-Denis. Ça va être pour mieux contrôler un petit peu le stade. Peut-être que les gens n'iront pas au stade pour boycotter. D'ailleurs, il n'y a que 20 000 places qui ont été vendues. C'est-à-dire que les gens ne vont pas y aller parce qu'ils savent que ça va être risqué. Alors que l'UEFA, qui est l'Union du football européen, n'a rien dit par rapport au typo de Free Palestine par le PSG. Aucune réaction. Ne trouvant aucune atteinte au droit ou à l'éthique, etc. Mais le PSG, quand même, a interdit le typo pour dire qu'il y a une chape de plan, une véritable chape de plan. Lorsque vous critiquez la politique israélienne à Gaza ou au Liban, les génocides, etc. Et même, dernièrement, on a fait sortir un dossier pour le procureur général de la Cour de justice internationale pour lui dire... Antonio Guterres, général. Alors c'est tout le monde donc, qui est antisémite. C'est là où il y a le jeu des lobbies, des influences, etc. Mais c'est un jeu qui est devenu très clair pour tout le monde. Le monde entier a compris que cette politique ne peut pas aller très loin. Il n'y a que les Européens qui sont en train de subir cette pression. Ils n'ont pas... Bon, à part certains, d'ailleurs, tout de suite après ce qui s'est passé à Amsterdam, on a commencé à attaquer Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Quel est le rapport de M. Mélenchon avec ce qui s'est passé à Amsterdam pour dire oui, c'est LFI, la France Insoumise, qui est en train de soutenir l'antisémitisme, etc. Et même un éditorialiste du New York Times, il est allé très loin. Il a demandé aux Européens qui vivent en Europe de quitter l'Europe avant qu'il ne soit trop tard, comme s'il y avait des sauvages qui étaient là pour frapper les Juifs ou tuer les Juifs ou les attaquer. Donc on peut fabriquer réellement un danger, on peut fabriquer une peur pour cacher les véritables crimes. En fait. Merci messieurs, merci Sofiane Baroudi, merci Faisal Matawi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet tout aussi médiatique et surtout critique et dans le décryptage de Mediapro. Restez branchés sur L24 News.